Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La nuit des longs couteaux est un épisode très connu de l'histoire des nazis. Une purge provoquée par Hitler au sein de son parti pour le débarrasser de tous ceux qui représentaient un frein ou une menace pour ses visées. En l'espace de quelques jours, tous les opposants aux ambitions d'Hitler furent liquidés, physiquement. C'est cela qui semble se passer au milieu du régime d'Alger, même si les liquidations ne sont pas physiques. En quelques jours seulement, l'inimaginable s'est produit, qu'on n'avait pas vu depuis l'indépendance du pays, depuis laquelle l'armée, en fait, avait pris le pouvoir, le vrai pouvoir, même si ses façades ont toujours été civiles. Le noyau du pouvoir réel, le sommet de la hiérarchie militaire et sécuritaire, a été décapité, purgé. Le DGSN et des généraux parmi les plus importants de l'armée ont été révoqués, sans ménagement, sans même user des habituelles formules ampoulées. Ces barons n'ont pas été appelés à d'autres fonctions, ni même poussés à la retraite, mais chassés, purement et simplement. Et leur limogeage criait sur tous les toits et à tous les tons. Et plus encore, ils ont été astreints à résidence, interdits de sortie du territoire national, leur domicile perquisitionné sur mandat du parquet militaire. Et encore pire, ils ont été cloués au pilori, accusés de façon presque directe d'être impliqués dans la plus grosse affaire de trafic de cocaïne, une affaire jamais éventée, alors qu'il est de notoriété publique que le trafic de cocaïne a toujours été un monopole des barons du régime, comme ce fut le cas de l'affaire Zenjabil en 2006, quand un général chef de région et des dizaines d'officiers supérieurs ont été au cœur d'un gros scandale de trafic de cocaïne et même de manipulation et de financement du terrorisme dit islamique. À la différence que l'affaire Zenjabil a été étouffée et que le général chef de région en question a été invité à faire valoir ses droits à la retraite, comme on dit dans le jargon militaire. Il ne fait donc aucun doute, dans mon esprit du moins, que cette affaire de cocaïne, dite affaire El Bouchi, n'a servi que de prétexte. La vraie raison est que ces grosses pointures qui ont été mises au placard étaient un frein au 5e mandat. Et si par contre, et d'aventure, il s'avère vraiment que les chefs de l'armée qui ont été écartés ne l'ont été que parce qu'ils étaient mêlés à cette affaire de cocaïne, c'est qu'alors nous aurons vraiment atteint le fond, puisque les plus galonnés de nos généraux, de l'aveu même de leur institution, ne seraient que de vulgaires dealers. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Et il semble bien que cette nuit des longs couteaux est loin d'être finie. La réintégration complètement ahurissante du directeur général de la PAF, Police des Airs et Frontières, une journée seulement, après son limogeage, laisse supposer que le côté du manche n'est pas forcément du côté que l'on imagine. Que le manche n'est pas forcément du côté que l'on imagine. Mais malgré ces incroyables développements qui laissent imaginer que tout est possible désormais, y compris un putsch, y compris des liquidations physiques, y compris une explosion sociale contrôlée, comme savent si bien le faire les gens de ce régime. Personne ne peut
prévoir ce qui va se passer, y compris ceux qui sont au tableau de bord. Le régime algérien reste plus qu'opaque. Il est impénétrable, comme toute boue digne de ce nom. Et dans le même temps, qu'il ne laisse rien filtrer, ce régime donne tous les signes de son inéluctable débâcle. Oui, rien ne filtre de ce qui se passe au sommet de l'oligarchie qui a pris tout le pays en otage et qui le mène droit au chaos. Mais dans le même temps, plus personne parmi ces barons ne se sent en sécurité. Tout peut arriver du jour au lendemain dans cet indestructible foutoir, excusez du terme. Et le plus curieux dans cette situation se trouve dans cette obstination incompréhensible du premier cercle à vouloir à tout prix faire passer en force l'option du 5e mandat. Aujourd'hui, Al-Watan, perquisition au domicile de 5 généraux majors par Salimat Lemsani. Algérie 24, Bedoui annule le limogeage du chef de la PAF décidé par Al-Hbiri, par Hamid Dey. TSA, changement au sein de l'armée, un mouvement d'une ampleur sans précédent par Faisal Mtawi. Avec nous pour en parler, Yazid Haddar, vous êtes neuropsychologue, chargé d'enseignement à l'Université de Lille. Vous produisez souvent des tribunes sur des journaux algériens. Bonjour Yazid Haddar. Bonjour Jamaldine. Vous êtes avec nous en Skype. Alors, j'aimerais savoir, vous, en tant que neuropsychologue qui a souvent touché à des thèmes sociologiques, est-ce que vous pouvez nous dire ce que peut être l'impact de cette instabilité, pour le moins qu'on puisse dire, sur les institutions de l'État et dans le quotidien de la société? En fait, l'impact qu'il pourrait y avoir pour le moment, en fait, c'est cette instabilité de discours, cette instabilité qui est dans les changements et qui se fait d'une manière non transparente. En fait, ça déstabilise complètement les cadres des hauts cadres de l'État. Donc, ça manque de motivation, d'investissement. Donc là, on crée un nouveau comportement. C'est un comportement de l'arbisme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui il va y aller au poste, pas par ses compétences, mais il va aller au poste parce qu'il est de tel ou tel clan. Et ça, c'était un fonctionnement qui existait déjà, mais ça, ce fonctionnement-là, il commence de plus en plus à prendre de l'ampleur. Donc du coup, il n'y aura pas de stabilité des institutions de l'État et que ça pourrait y avoir des répercussions directes sur le citoyen, parce que les citoyens, il ne va pas voir de l'ordre, des gens compétents qui agissent pour le bien des citoyens, mais ils agissent plus pour le bien du clan, pour se protéger ou autre chose. Donc du coup, c'est au niveau qu'on appelle les psychologues, plutôt les psychologues, ils parlent le comportement de survie. Le citoyen, il devient complètement indépendant des institutions de l'État. Donc il crée ses propres institutions qui vont y aller en parallèle. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé par rapport à la question du choléra, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à d'autres événements d'État. Donc ça donne, en fait, sont des signes réellement de l'instabilité. Et cette instabilité-là, elle aura vraiment des répercussions, pas tout de suite, mais vraiment sur le long terme, parce qu'on est en train de fragiliser l'ensemble des institutions. Mais pourtant Yazid Haddar, pourtant, oui. Tout le monde sait que ces institutions n'en sont pas. Ce sont de fausses institutions, des institutions en trompe-l'œil. Et pourtant, ceci n'a pas provoqué ce réflexe salutaire et citoyen dont vous nous parlez, du citoyen qui crée ses propres institutions parallèles, si je peux dire. Ça ne s'est pas passé. En fait, c'est un phénomène qu'on peut le trouver si
Vous constatez par exemple dans les régions comme la Kabylie, comme il y a des régions de Rabdaya par exemple, ou il y a des autres régions où c'est les citoyens eux-mêmes qui se font l'autogestion en fait. Ils créent des institutions, on a vu dans des villages en Kabylie par exemple, qui créent des centres culturels, des événements culturels. Des cafés littéraires. Mais ils faisaient ça en parallèle. Malheureusement, ça n'a été pas suivi dans les autres régions, mais ça, c'est... Mais même dans ces régions que vous citez, en Kabylie par exemple, c'est cet acte citoyen parallèle, si on peut dire cet acte citoyen institutionnel parallèle, il est très marginal, il est très minoritaire et quasiment insignifiant. Oui, ça reste des initiatives vraiment minoritaires. C'est-à-dire, elle n'est pas généralisée parce qu'ils ne sont pas assez solides, en fait, au niveau de la culture citoyenne. Donc, ça reste largement insuffisant. Quand on va dans les grands endroits en Algérie, par exemple, à Constantine ou à Oran, j'étais la dernière fois, et c'est malheureux de voir des villes comme ça qui sont complètement livrées à eux-mêmes. C'est-à-dire le citoyen, il n'exerce plus sa citoyenneté, entre parenthèses. Donc on crée des personnes, des citoyens, qui sont dépendants de l'État, et cette dépendance-là a été faite pour l'assujetter, entre parenthèses, que le citoyen, il devient dépendant de ce qu'il va lui donner quelque chose. Or, c'est ses droits, entre parenthèses. Oui, donc il y a... en fait, le système politique algérien a créé une société dont cette société-là, elle devient un monstre, entre parenthèses, parce qu'on lui a pris de l'habitude de l'aider, lui donner, etc. Mais on ne lui a pas appris à gérer sa cité. Mais en parallèle, le pouvoir en place, il n'a jamais géré aussi la cité, donc par son incompétence. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, Yazid Haddad, excusez-moi de vous interrompre, qu'est-ce qu'il faudrait pour susciter ce sursaut salvateur d'une société qui sait qu'elle dépend d'institutions fausses, succédanées de véritables institutions qui ne remplissent pas leur rôle? Qu'est-ce qu'il faudrait comme sursaut pour que cette société puisse générer ses propres institutions ou du moins ses propres initiatives pour aller vers de vraies institutions? Le gros problème actuellement qui se pose, en fait, on a assisté à la société, elle devient de plus en plus dissociée par rapport à tout ce qui est l'espace public et de la citoyenneté. Le pouvoir aussi, il ne s'intéresse plus. En fait, on a fragilisé les systèmes politiques qui a été à un certain moment donné, dans les années 80, il y avait des hommes politiques qui étaient capables de porter un discours politique constructif. Là, maintenant, on n'a pas des hommes politiques qui sont capables de porter, il y a quelques initiatives comme le Moatana ou autre chose, mais qui restent vraiment très limitées. Et les autres, les mouvements islamistes, autres, ils sont tellement embrigadés dans la religion, donc du coup, ils ne sont pas dans la politique, ils ne sont pas structurés politiquement. Et de l'autre côté, donc, on a l'opposition complètement détruite. D'ailleurs, j'ai écrit une fois un article dans le Watan où j'ai abordé cette question de l'opposition parce qu'elle n'est pas construite, elle n'est pas constituée et elle n'a pas de projet politique sur quoi elle s'appuie et surtout que la société la soutient derrière. Donc du coup, et de l'autre côté, la seule institution qui était fiable, plus ou moins maintenue et cadrée, c'était l'institution militaire. Mais malheureusement, même l'institution militaire, on voit qu'elle est en train de dissoudre de plus en plus. Et c'était la seule ligne droite qui restait, qui tenait un petit peu, plus ou moins, les autres institutions, on essaie de les garder, même avec tout ce qui est les injustices, on n'a pas essayé de garder les autres institutions fortes. Donc on n'a pas créé une société civile en fait, on n'a pas créé des institutions fortes. Et là maintenant, quand on a essayé de les faire dans les années 80 et début des 90, on les a complètement dissoutes maintenant, et l'actuel président avec le clan qui est, en fait ils sont en train d'accélérer la dissolution de l'ensemble des institutions qui restent en fait. Restez avec nous. La santé, elle était
elle était l'Algérie, les Tunisiens dans les années 80, ils venaient apprendre chez nous la médecine. Alors là maintenant, quand on y va à l'hôpital, c'est-à-dire les minimums qu'on appelle l'hygiène dans les toilettes, il n'y en a pas. Donc même quand vous allez faire une prise de sang, vous risquez d'avoir des infections. Donc le minimum n'existe pas. Restez avec nous, Yazid Haddar. Je reviens à vous dans un instant. Sofiane Gilali, vous êtes président de Jil Jadid, membre fondateur de Mouatana. Merci d'être avec nous. C'est moi, Jamaldin. Merci. Alors, Sofiane Gilali, est-ce que vous avez une explication à cette hallucinante histoire du directeur général de la police des airs et des frontières? Il a été limogé aujourd'hui, nous dit-on par le DGSN, alors que c'est une personnalité, c'est une fonction nommée par décret, et le lendemain réintégré dans ses fonctions par le ministre de l'Intérieur, du moins selon ce que nous dit un journal proche, très proche du régime. Écoutez, ça révèle manifestement des contradictions très importantes à l'intérieur du pouvoir. Je ne saurais pas vous dire les tenants de cette affaire, mais actuellement, qui peut dire beaucoup de choses sur ce qui se passe? À l'occasion, je peux vous donner 3 informations qui font suite à notre sortie sur Béjaïa. La première est que le jour même où nous avions quitté Béjaïa, l'hôtel où nous avions passé la nuit, qui s'appelle Résidence Sharia, a été fermé par les autorités. Sur insistance du propriétaire, nous ne l'avions pas dit, mais maintenant tout le monde le sait, et donc autant le dire. Voilà, il a été puni pour nous avoir loué des chambres comme à n'importe quel citoyen. Incroyable. Deuxième information, c'est que plusieurs chancelleries ici à Alger se sont emparées du dossier de cette répression. J'ai eu des éléments et il y aura probablement quelque chose là-dessus. Troisième information, j'imagine que c'est peut-être suite à ce que je viens de dire, c'est que le chef de la sûreté de la wilaya de Béjaïa vient d'être relevé. Donc pour mauvaise gestion et répression inexpliquée et excessive contre des citoyens qui étaient pacifique et démuni de tout moyen de défense. Attendez, Sofiane Gilali, attendez, j'ai cru mal comprendre ou alors j'ai mal compris. Il aurait été relevé, ce chef de sûreté de wilaya, parce qu'il vous aurait brutalisé? C'est ce qui semble maintenant, l'information a été officiellement dite, mais sans bien entendu préciser la cause, mais par des fuites secondaires, il semblerait que ce soit lié. Parce que cette répression a été notable et que surtout les chancelleries apparemment à Alger s'en sont émues. C'est-à-dire que c'est le fusible qu'on aurait fait sauter, mais tout le monde sait qu'aucun chef de sûreté de wilaya ne peut réprimer une manifestation s'il n'en a reçu l'ordre d'en haut. Tout le monde le sait, c'est un secret polichinelle. Bien entendu, c'est le bouc émissaire. Voilà. Il a reçu des instructions, il a dépassé, ou l'effet a été catastrophique pour l'image du pouvoir. Alors il faut bien que quelqu'un paye les pots cassés, et c'est toujours les gens qui reçoivent les instructions. Alors, il y a quelques mois seulement, Sofiane Gilali, si quelqu'un était venu me dire, dans pas longtemps, vous allez assister à une purge au sein et au plus haut sommet de l'armée, où des chefs de région, parmi les plus importants et qui font partie du premier noyau des décideurs, vont être non seulement limogés, révoqués, renvoyés à leur foyer, mais accusés d'être impliqués dans une affaire de drogue, leur passeport confisqué, interdits de sortie du territoire national, cloués au pilori, leur maison, leur domicile perquisitionné. Si quelqu'un était venu me dire ça, moi je lui aurais dit, toi mon gars, tu es un bon comique méditerranéen. Ça ne se peut pas ça. Or, ça s'est passé. Et donc, c'est à n'y rien comprendre. Est-ce que vous auriez une explication, Sofiane Gilali? Non, il n'y a absolument aucune explication. Vous connaissez très bien, vous l'avez dit dans votre introduction, le régime algérien est très
occulte, on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas un état de droit, ça ne fonctionne pas selon des règles rationnelles. Il y a des éléments très importants dans la gestion des relations entre les personnes et qui relèvent plus des intérêts de clans, des intérêts régionaux et des intérêts éventuellement liés à des intérêts étrangers. Donc le pouvoir algérien est extrêmement complexe et il serait vraiment difficile de comprendre quelque chose à ce qui se passe, sinon qu'il y a une bérésina et qui touche, entre parenthèses, tous les clans, puisque autant des hommes, des militaires très proches du clan présidentiel, tout comme très proches du chef de l'état-major, on a l'impression qu'il y a une forme de guerre intestine qui liquide tous les clans entre eux. Soufiane Gilali, je vais vous vendre ce qu'on m'a vendu. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est une histoire qui se tient, qu'elle est plausible, mais je vous vends ce qu'on m'a vendu. Des gens qui m'ont donné une information, elle vaut ce qu'elle vaut. On m'a rapporté que ces généraux qui ont été renvoyés chez eux, punis de la façon la plus exemplaire qui soit, exemplaire entre guillemets, ça veut dire pour faire réfléchir ceux qui seraient tentés de suivre leur exemple, on m'a rapporté donc que ces généraux auraient vu Gaïd Saleh et les autres décideurs, leurs copains en fait, ils leur auraient dit, écoutez, cette histoire du 5e mandat, c'est une affaire suicidaire pour nous. Vous allez tous nous tuer, vous allez faire exploser le pays. Alors, s'il vous plaît, nous vous en supplions, nommez qui vous voulez. Désignez à la présidence de la République qui vous voulez. Saïd Bouteflika, Nasser Bouteflika, Chekib Khalil, Tartampion, nommez qui vous voulez. Mais pas de 5e mandat. On a difficilement passé un 4e mandat. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'argent pour pouvoir anesthésier tout le monde. Alors, s'il vous plaît, évitez-nous cette autre épreuve qui va nous tuer. Et c'est pour ça qu'ils auraient été renvoyés à leur foyer. Vous pensez que c'est une histoire vraisemblable? Écoutez, je n'ai pas d'éléments ni pour approuver ni contredire. Il est évident, et je vais vous le dire franchement, en 2014, il était évident que reconduire M. Bouteflika, c'était rentrer dans le mur. On le savait, on l'a dit, on a dit que ça sera le mandat du chaos et du désordre. Nous y sommes. Donc, si ces hommes-là, ces militaires se sont réveillés en 2018, ils n'ont pas une grande perspicacité. Hein. Et pour dire s'ils étaient si puissants, mais ils se font virer avec autant de facilité, c'est qu'ils ne pesaient rien du tout. Donc, nous sommes fatigués de ces gens-là. C'est bien fait pour eux de s'en aller. Et ça sera très bien fait pour que les suivants et le reste s'en aillent aussi, à commencer par M. Gaïd Saleh et le reste. Que pensez-vous, Soufiane Gilali, de cette formidable, incroyable, hallucinante, ahurissante sortie d'une association de Chouhada qui a rendu public un communiqué où ces gens demandent à Toufiq Medien, l'ex-patron du DRS, de se porter candidat au présidentiel? Vous savez, la période est propice à toutes les rumeurs, à toutes les propositions. Chacun veut se placer. On a vu la proposition pour que M. Issa Drabrab soit président. On a vu d'autres. Je pense que nous sommes dans une période de flou et il ne faut surtout pas en tirer des conclusions. Ça serait trop tôt. Et surtout aller vers des supputations pour occuper les gens. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas laisser passer le 5e mandat. Parce que faire échouer le 5e mandat, c'est faire effondrer le système mafieux. On le voit maintenant, dès qu'ils ont été ébranlés, voilà qu'ils liquident à l'intérieur même de l'armée. Eh bien, il faut continuer à les ébranler jusqu'à ce qu'on liquide tous ceux qui sont à la tête de l'État actuellement, le gouvernement, le président, etc. Ensuite, une fois que ce système mafieux met un genou à terre, il sera toujours temps de trouver un homme pour la suite. Restez avec nous, Soufiane Gilali, je reviens à vous dans un moment. Nous essayons de joindre Karim Tabou, mais en vain depuis tout à l'heure. Donc je vais revenir à Yazid Haddar. J'aimerais d'abord dire un hommage
un hommage à une personne qui nous est très chère, que nous aimons beaucoup, que personnellement je considère comme un vrai frère, un frère de cœur, qui nous a quittés et qui a rejoint la terre ancestrale où il a été inhumé. J'aimerais que nous ayons une pensée pour lui. Rabbi yarhamak Jamal Allam. Rabbi yarhamak. Yazid Haddar, alors, à votre avis, dans une telle situation, aussi confuse, aussi violente, aussi imprévisible, aussi hallucinante, aussi dense, puisque tous les jours il y a des nouvelles, à un point où nous ne savons même plus choisir le sujet du jour. À votre avis, Yazid Haddar, est-ce qu'il y a un vrai risque de violence au sein de la société algérienne? Oui, effectivement, il pourrait y avoir un grand risque de violence. Et cette violence-là, on la voit au quotidien parce que, par exemple, j'étais en train de regarder une petite vidéo cet après-midi sur Facebook où il y avait quelqu'un qui montrait de la violence des femmes dans le bus. Mais cette violence-là, on le voit, par exemple, la question du kidnapping, il y a la question de vol en plein air maintenant dans les quartiers d'Alger, on voit la violence un peu partout. En fait, le problème maintenant de la violence, à un certain moment donné, c'était très réduite dans certaines zones seulement. Or là, la violence, elle devient comme un moyen d'expression dans l'ensemble de la société. Et comme la corruption, à un certain moment donné, c'était à une certaine échelle, c'était pas à grande échelle à ce point. Or là, maintenant, la grande corruption, ça se voit largement, ça devient comme une culture nationale, entre parenthèses, de la corruption. Et la violence actuellement, elle le devient à force que l'Algérien le vit, qu'il le revit. On sait bien que les personnes qui ont été traumatisées, ils ont une grande capacité de reproduire la violence. Les enfants qui ont vu des parents qui étaient violents, donc l'enfant, il reproduit exactement la même chose quand il sera grand, etc. etc. Et là, cette violence-là, elle est multiple. Elle est politique, elle est institutionnelle, et elle est aussi sociale, et surtout, elle est psychologique. Et il n'y a aucune prise en charge actuellement, ni faite ni sur le plan politique, parce qu'on n'a pas une stabilité. Si vous remarquez l'évolution politique de la société algérienne, il y a eu toujours des ruptures générationnelles très, très, très violentes. Le PPA, par exemple, avec l'étoile nord-africaine, quand ils ont eu séparation, c'était très violent. Le PPA-FLN, c'était très très violent parce que ça a donné la guerre entre le FLN et le MNA, dont on parle beaucoup, mais il y a eu beaucoup de morts en Algérie, ici dans le nord, comme à Paris par exemple. Et puis après l'indépendance, il y a eu aussi la violence très très forte entre les générations qui ont fait la guerre et les générations qui ne l'ont pas faite mais qui ont accaparé le pouvoir, donc qui a été très très violente. Et là maintenant, on vit, quand un clan vient, il est très violent avec l'autre clan. Donc la violence déjà politique, ça devient comme un exercice ordinaire. Or, c'est pour cette raison qu'on a une instabilité institutionnelle. Qu'est-ce que cette instabilité institutionnelle qui, en amont, c'était une instabilité politique? Et que ça donne quoi? Ça donne en général que l'élite politique et l'élite technique, c'est-à-dire des médecins, des chercheurs et tout ça, qui peuvent absorber toutes ces violences-là dans les institutions, ils quittent les institutions, il y a un grand exode de compétences algériennes. Donc du coup, ils laissent leur place au moment, et à un certain moment donné, ils ralentissaient un petit peu la dégradation. Ben maintenant, ces gens-là, ils sont partis. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste quelques éléments, bien sûr. Hein. L'État algérien est maintenu grâce à quelques personnes qui sont aussi qui font du travail dans la discrétion. Mais ces gens-là, ils ne sont pas très nombreux, malheureusement. C'est vraiment, ça devient de plus en plus on est en train d'y assister à une dissolution des institutions. Qu'est-ce que ça donne? En fait, sur 10 ans, si ça continue comme ça, ben on va avoir un pays qui est complètement à l'équivalent de la Somalie, autre chose. Hein. On aura un pays qui est complètement, il va devenir très dangereux. Mais ce pouvoir qui actuellement, pour le moment, et grâce à Dieu, n'use de violence que par rapport à ses propres membres.
enfin de violences relatives, puisqu'il se contente pour le moment de les renvoyer à leur foyer. Est-ce qu'il ne pourrait pas être tenté demain, si les équilibres sont rompus, d'user de cette méthode qu'il a toujours utilisée, à savoir de régler ses comptes à travers des populations interposées, comme il l'a fait dans les années 90 ? C'est fort possible, c'est fort possible. Il ne peut pas toucher au peuple maintenant, parce que le peuple dit qu'il le touche, donc il y a une manifestation. Et je me souviens d'un haut cadre, il me parlait, il me disait que le cadre de l'État, plutôt le pouvoir, il a toujours peur de la manifestation. Donc du coup, effectivement, quand il y a une manifestation, les gens, ça ne bougera pas. Mais le problème maintenant qui se pose, là maintenant, ils sont en train de faire un règlement de compte entre le clan, etc. Donc ça, c'est connu dans la politique. Mais on n'a pas d'institutions d'opposition qui peuvent demander des éclairages et qu'ils peuvent influencer l'opinion publique. Donc ça reste, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme quelqu'un est en train de faire sa cuisine chez lui, et personne n'est concerné. Or, tout le monde est concerné de ce qui se passe, parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, et il s'agit aussi de l'avenir de 3 ou 4 générations. Moi, je me souviens en 2008, quand Bouteflika, à l'époque, il s'est présenté, je lui ai adressé un article dont je me rappelle le Watam, où j'ai abordé cette question-là. Je lui ai dit, ce n'est pas pour vous, si vous voulez être président une autre fois, ce n'est pas un souci. Mais le fait de changer la Constitution et de briguer un troisième mandat, c'était un risque pour l'instabilité des institutions de l'État. C'est-à-dire, on aura 3 ou 4 générations à maintenant qui vont faire la même chose, en fait. C'est ça le risque. C'est pas la personne. La personne, les gens, ils vont, ils reviennent, ce n'est pas un souci, ça. Mais le fait que les institutions n'ont pas été respectées dans la réglementation, leur loi, ben, du coup, ça donne une instabilité. Quand il y a une instabilité, les gens, ils ne sont pas sécurisés. Et quand ils ne sont pas sécurisés, ceux qui peuvent partir, ils partent. Ils ne cherchent que la sécurité. Moi, j'étais très étonné de voir à Paris des gens qui ont 60 ans, qui viennent et qui vivent en noir à Paris, à 60 ans, cadre d'État, et qui des médecins, ou peu importe, hein, des hauts fonctionnaires. Je connais un harrag ici à Paris, si on peut l'appeler comme ça. Des gens qui sont à la retraite parce qu'ils disent qu'ils sont dans l'instabilité politique. Moi, je connais un harrag, Yazid Haddar. Une visibilité nationale. Je connais un harrag, Yazid Haddar, ici à Paris, un honorable harrag, comme tous les harragas d'ailleurs, ancien cadre de l'État qui vit ici en clandestin, qui accepterait tout plutôt que de rentrer au pays, vous imaginez? Exactement, il y en a plein comme ça, et que c'est des situations qui sont révélateurs de l'instabilité politique, et surtout, c'est-à-dire on est en train de la défragmentation de la société. Et quand on y arrive à ça, donc en fait la société, elle va se détruire par elle-même. Restez avec nous, Yazid Haddar. Soufiane Gilali, comment expliquez-vous cette répression qui s'est abattue sur Mouatana, dont vous êtes membre fondateur, à Constantine et à Bjaya, où on vous a empêché de rencontrer la population, où on a, alors à Constantine, ça a été la cerise ou le potiron sur le gâteau, puisqu'on a envoyé tous les camions bennes quasiment de la ville à la place de la Brèche pour empêcher la population de pouvoir s'y rassembler. Au moment où le président de l'APUI disait que vous ne trouverez pas un seul Constantinois pour marcher avec vous, dans le même temps, lui-même envoie des dizaines de camions de vide ordures là pour bloquer la place de Constantine. À Bjaya, vous nous avez raconté, on vous a quasiment expulsé de la ville comme si vous n'étiez pas des Algériens et que vous étiez dans un pays étranger. Vous venez de nous apprendre que le chef de sûreté de Wilaya a été relevé. Comment expliquez-vous cette répression? Est-ce parce que vous n'avez pas pu réaliser une vraie jonction avec les foules, avec la société, avec un grand nombre de manifestants, comme cela s'est passé à Ouargla, par exemple, qui n'a pas été sanctionné, réprimé, la manifestation? Ou est-ce parce qu'on craint que vous puissiez, créer une nouvelle, comment dirais-je, alternative?
Bon, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de syndical ou des revendications sectorielles, il y a une semi-acceptation par le pouvoir. Ils peuvent permettre, il y a une permissivité. Par contre, dès que vous sortez pour dire aux citoyens non au cinquième mandat, là, ils deviennent féroces. Notre première tentative avait été faite sur la place des Martyrs à Alger, rappelez-vous. Et d'ailleurs, la soirée même, sur votre plateau, plusieurs nous avaient critiqué. Pourquoi vous n'avez pas fait appel aux militants, on serait sortis tous ensemble, vous voulez travailler tout seul, etc. Et on avait expliqué que pour cette première, il fallait qu'on le fasse dans la surprise. Puis ensuite, Constantine et Bdjaya, à l'évidence, on ne pouvait plus cacher notre intention et on a demandé à ce moment-là aux gens de sortir et de venir faire jonction. Et c'est là où le pouvoir a déployé d'immenses moyens pour bloquer. À l'évidence, ils ont peur que cela fasse boule de neige. Ils savent très bien l'état de l'opinion. Ils savent très bien le niveau de crédit qu'a Mouattana auprès des citoyens. Et ils font de façon à ce que les gens aient peur de venir de nous parler ou de se mettre à côté de nous. D'où d'ailleurs les réactions excessives à Bdjaya, puisque c'est monté crescendo. Autant à Constantine, il y avait un cordon sécuritaire qui nous empêchait de bouger, puis il y a eu arrestation, mais il n'y a pas eu de violence. Autant à Bdjaya, il y avait une violence évidente avec mobilisation de la BRI, etc. Le message était que la prochaine fois, ça sera beaucoup plus violent encore avec à vos risques et périls. Je pense qu'ils veulent couper coûte que coûte toute dynamique populaire pour aller dans la rue. Mais cette fois-ci, ils en ont fait trop. Et donc, ça a fait scandale, et surtout scandale auprès de l'opinion étrangère. Et c'est pour ça qu'ils essayent de récupérer un peu l'image. Mais c'est déjà trop tard. D'ailleurs, nous déposerons plainte. Maître Salah Debbouz prépare le dossier. Il y aura plainte contre la police de Bdjaya dès la semaine prochaine. Donc voilà, politiquement, le pouvoir ne veut pas qu'il y ait jonction entre les dirigeants politiques de Mouattana en particulier avec les citoyens. Et comment expliquez-vous le silence, si ce n'est l'indifférence, si ce n'est, j'allais dire, la jouissance des partis politiques au sujet de la répression qui s'est abattue sur vous? Je ne vais pas parler des partis politiques du pouvoir, FLN et RND, qui sourient sous leurs moustaches, mais des partis dits d'opposition. Et on a eu, de la part de certains de leurs cadres, des réactions que je déplore. Ils se sont attaqués de plusieurs façons à Mouattana, ce qui est absolument incroyable, alors qu'on attendait de beaucoup de ces partis politiques, en tout cas de leurs cadres et de leurs militants, pour qu'ils agissent aussi, même si ils veulent le faire en leur propre nom, sous leur propre bannière, qu'ils prennent d'autres initiatives, qu'ils agissent, puisqu'ils disent qu'ils sont opposants, mais lorsqu'on s'oppose par les actes, apparemment ça ne leur convient pas. Et pourquoi n'essayez-vous pas de faire jonction avec les forces qui, comme vous, essayent de faire changer les choses en occupant la rue, comme par exemple le mouvement de Ouargla, comme par exemple le mouvement des retraités de l'armée, sur lesquels aujourd'hui et hier s'est abattue une répression vraiment d'une violence incroyable. Pourquoi n'essayez-vous pas de coordonner avec eux tous, puisque vous tous voulez aller vers la même direction un tant soit peu? Je profite de votre tribune pour condamner aussi la violence qu'ont subie les retraités de l'armée et de leur exprimer notre soutien, non pas toujours par rapport à des revendications que nous ne connaissons pas vraiment ou que nous ne portons pas, mais en tant que citoyens, ils ont absolument le droit de manifester, de porter leurs revendications. C'est la même chose pour Ouargla et nous l'avions dit. Je pense que ce n'est pas un très grand secret, en tout cas pour les renseignements généraux qui savent écouter les téléphones, que nous avons des contacts très suivis avec tous ces mouvements. Mais est-ce que ça va rester juste au niveau des contacts téléphoniques sympathiques? Ne me demandez pas de vous dire plus maintenant. Donc je crois comprendre que oui, mais qui t'a donné un tuyau aux renseignements généraux?
Ah. si vous voulez. Alors, restez avec nous, Soufiane Gilali, je reviendrai vers vous à la fin, puisque nous n'arrivons pas à joindre Karim Tabou, malheureusement. Yazid Haddar, vous, en tant que neuropsychologue, en tant que journaliste, en tant que canaliste de la situation en Algérie, de la société algérienne, comment expliqueriez-vous cette, comment dirais-je, cette absence de la société algérienne, de la société civile, de l'intelligentsia dans ce qui les regarde, dans ce qui regarde leur pays à un moment aussi crucial où le pays risque réellement de sombrer dans un véritable chaos, et je reste mesuré et je reste pondéré. Comment expliquez-vous cette absence de toute la société pour ce qui la concerne? D'abord, je pense que la société actuellement, elle n'a pas, c'est pas toute la société, hein. Donc, je pense qu'une partie de la société, elle n'a pas les moyens pour agir. Je pense qu'elle pense que c'est entre parenthèses, comme on dit, mektoub, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Parce que quand ils ont essayé de faire un changement, ça a été catastrophique. C'était la décennie noire, donc il y a beaucoup qui ne veulent pas la revivre, c'est-à-dire les gens qui ont vécu cette période-là. Mais il y en a d'autres qui essaient de faire. Mais malheureusement, quand vous avez la question de l'identité qui reste toujours un moyen de faire le clivage, vous avez la question de l'identité, à chaque fois il y a un petit problème, on crée la question de l'identité. Et quand on crée la question de l'identité, donc du coup, forcément, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, d'ailleurs, même dans l'élite. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai lu Al-Hamas, il dit qu'on ne veut pas que Tamazir soit sucré, machin, etc. Donc, on est en train de recréer les mêmes mécanismes de fonctionnement pour faire un peu de clivage dans la société. Et quand on fait le clivage, donc tout le monde n'est pas d'accord. C'est la manière qu'on appelle diviser pour régner. Et quand on divise, donc on est capable de régner. C'est la première chose. La deuxième chose, la question de l'éveil de la citoyenneté. Rien n'a été fait dans l'éveil de la citoyenneté. La gestion de l'espace public n'a jamais été faite par les citoyens, surtout dans les villes. Ça a été toujours dépendant. On a créé une culture de dépendance. Et quand on a créé la culture de dépendance à l'égard de l'État, on a créé 3 ou 4 générations qui attendent toujours, jusqu'à maintenant, on attend que l'État va nous donner du transport, elle va nous donner du logement, elle va nous donner elle va nous faire la route, enfin. Mais on n'a pas créé des impôts locaux, on n'a pas créé des taxes foncières, on n'a pas créé tout ça qui va obliger le citoyen d'y contribuer parce qu'il donne de l'argent. Donc il est obligé d'être acteur de ce qui arrive dans sa société. Regardez ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple très concret pour que les gens y comprennent. Regardez la gestion des poubelles. C'est très simple. Les gens, ils ont une heure spéciale de jeter les poubelles, mais malheureusement, les citoyens, ils ne respectent pas pour faire jeter les poubelles. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui viennent, ils font de manière aléatoire, donc du coup, ils ne ramassent pas les poubelles. Puis ça donne les poubelles toute la journée, l'odeur, sans oublier il y a les rats, etc. Et qu'est-ce que ça donne? Qui paye tout ça? C'est les citoyens lui-même qui payent. Parce que le premier qui devient malade, c'est lui. Ce n'est pas le pouvoir en place, parce que celui qui est en pouvoir, il vient se soigner ici en France et ne reste pas là-bas pour se soigner. Donc, à un certain moment donné, les citoyens, ils devraient être contraires. Quand on dit qu'on ne paye pas pour avoir un logement, je dis non, 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 je vais payer pour le faire. Parce que c'est une culture, c'est comme ça que je vais faire gérer mon espace public. Bon, ça c'est une question de la gestion de l'espace public, et on a créé une certaine dépendance. Il y a un grand livre qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça, qui s'appelle La Société du malaise, qui a été créé par Alan Ehrenberg, qui a été fait en 2010, où il fait la comparaison entre la société américaine et la société française au niveau de l'autonomie et au niveau qu'on appelle le prise en charge, c'est-à-dire quelqu'un qui attend qu'on le prenne. On attend de lui quand l'État va nous donner. Et quand on est dépendant de l'État, donc on attend toujours que l'État nous donne. Et ça, l'État l'utilise à sa guise. Regardez, à chaque fois il y a un événement électoral,
il y a toujours une pénurie de quelque chose. Je me souviens, en 2010, il y avait la pénurie des pommes de terre, et puis après, il y avait la pénurie du lait, et puis après... Mais il y aura toujours les mêmes méthodes utilisées pour faire asseoir l'autorité sur le citoyen. Donc, le citoyen, il n'est plus citoyen parce qu'il reste dépendant, malheureusement, de celui qui va lui donner. Et comme j'ai dit, l'élite, on a toujours ce problème en Algérie, arabophone, francophone, il n'est pas question seulement de la langue, on a la question de la religion aussi qui est toujours présente, qu'on n'a pas encore réglée. Bon, donc ça reste un problème majeur, qui est un débat intellectuel qui apporte pas grand-chose ni au peuple, ni à ceux qui sont en train de se débattre. Donc du coup, ils perdent du temps, et cette perte du temps, ça donne des citoyens qui sont complètement désengagés de leur espace public. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Soufiane Djilali, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, mais chers amis, j'aimerais que vous restiez avec nous à la fin de l'émission. Nous allons vous faire entendre un extrait d'une chanson de Jamal Allam, Rabbi Yarhamou. Soufiane Djilali, il est dans l'habitude d'Al Magharibiya de prêter son antenne à toutes les forces qui luttent pour un changement de régime. Donc, comme à l'accoutumée, je vais vous laisser quelques instants pour lancer un appel, si vous le souhaitez, pour ce qui est de Mouatana, ou du moins nous dire ce que vous comptez entreprendre et si vous souhaitez que vos compatriotes vous rejoignent. Je vous en prie, Soufiane Djilali. Je pense que l'Algérie est rentrée dans une phase extrêmement sensible. À l'évidence, l'édifice qui a été monté depuis 1962 est en train de se lézarder. Il y a des tensions extrêmement importantes à l'intérieur du système, il y a des clivages très forts, il y a maintenant un discrédit généralisé sur les gens qui sont au pouvoir. Les Algériens ont compris ce qui se passe. Pendant de très longues années, ils ont été endormis, ils ronronnaient, pensant que le pouvoir était paternaliste, qu'il les protégeait, qu'il pensait au peuple. Aujourd'hui, tout est apparent. Un président totalement absent, une clique autour de lui qui se permet d'utiliser les richesses et les moyens et le patrimoine de l'Algérie. Je crois que c'est le moment de faire halte à cela. Il faut que cette prise de conscience soit forte, puissante, que les Algériens disent non à la prolongation de ce régime. Il faut que cette fois-ci, un nouveau système se soit construit avec comme objectif un état de droit, avec l'application de la démocratie au sens noble du terme. Il faut qu'il y ait une véritable élite formée, intègre, compétente et qui soit généreuse, qui pense à construire ce pays enfin et à liquider ces scories du passé. Donc c'est le moment en même temps d'être vigilant, mais de l'espoir pour la suite. Et Soufiane Djilali, à ces forces latentes qui se trouvent un temps soit peu, qui dans les travées du régime via l'APN, qui dans les partis qui sont dans les râteliers, est-ce que vous ne pourriez pas leur rappeler que si la dalle nous tombe sur la tête, ce sera sur la tête de tout le monde, qu'eux-mêmes pourraient se retrouver dans une situation autrement plus compliquée. Est-ce que vous pourriez leur expliquer, s'il vous plaît, Soufiane Djilali, qu'aujourd'hui, il est dans l'intérêt de tout le monde, y compris les meilleurs alliés du régime, de se réveiller et de comprendre que nous allons vers le mur? J'aimerais que vous leur disiez, Soufiane Djilali. J'aurais eu envie de leur dire, j'aurais eu envie qu'ils aient un sursaut de conscience, qu'ils comprennent que l'intérêt collectif doit être au-dessus de l'intérêt personnel. Mais j'ai bien peur que cette clique qui a été sélectionnée depuis maintenant de longues années n'est que un ramassis de gens égoïstes qui ne voient que leur propre intérêt et qui n'ont plus aucun sentiment patriotique. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Maintenant, il est possible qu'il y ait à l'intérieur de l'État des gens qui ont une conscience, qui ont encore quelque chose d'algérien en eux. À tout cela,
bien sûr, on peut leur dire unissons nos efforts et dépassons maintenant le passé, les crises du passé, les conflits et construisons l'avenir de nos enfants. Merci Sofiane Gilali, merci Yazid Haddar. Nous allons vous passer quelques paroles du regretté Jamal Allem, à qui nous rendons un vibrant hommage, un hommage chaleureux et fraternel. Je garderai toujours en souvenir cette image de lui quand je l'ai vu un jour. Il avait en médaillon sur une chaîne en or la carte de l'Algérie sur son cœur. Et quand sa dépouille a été rapatriée, j'ai vu que son cercueil était recouvert du drapeau national. Il a été algérien durant toute sa vie. Il a chanté l'Algérie, il a sublimé l'Algérie. Il est mort en Algérien, il est rentré se faire enterrer dans sa terre qui s'appelle l'Algérie. Et il a beaucoup aimé chanter cette Kabylie que nous aimons tous, mais de cette Kabylie qui est nichée au cœur de l'Algérie. Jamal Allem, ala khair, wa rabbi yarhamak.
revoir.